tous ouvrir les yeux et accueillir le prochain speaker pour cette magnifique thématique. Merci. Un petit... Faut se réveiller un peu. Okay. Et Pierre, tu arrives au bon moment. Bienvenue Pierre. Tu peux t'asseoir. Tu es au milieu là, au milieu des deux sur le canapé. Vous pouvez prendre un micro, hein, tous. Il y en a assez ou pas? On pourra partager un micro, je pense. Et je vous laisse vous auto-animer. On est bon. Ouais. On est bon. Bienvenue à tous pour ce panel qui a pour objet de soulever le débat sur la tech peut-elle améliorer votre santé et votre bien-être? Quelles en sont les limites? Quels en sont les avantages? C'est un petit peu tout ça qu'on avait envie d'échanger avec vous aujourd'hui. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a énormément de medtech, de devices qui explosent dans tous les sens, les technologies de bien-être, de santé, de prévention, il y en a de plus en plus. On parle du cœur, on parle du cerveau, du neurofeedback par exemple. Il y a de plus en plus d'IA dans les hôpitaux aussi, les robots, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et l'objet du panel aujourd'hui, c'est justement soulever toutes ces questions et d'échanger à ce sujet-là. Donc, je propose à chacun des intervenants de se présenter. En fait, ce sera peut-être plus simple. Bonjour à tous, Julien Vellutini. Donc, moi, je suis consultant en interopérabilité, en e-santé et en cybersécurité aussi pour les systèmes de santé. Et j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la santé, que ce soit dans le côté institutionnel avec l'assurance maladie, les cliniques privées et enfin des cabinets de conseil. Donc Xavier Schneider, je suis pharmacien d'officine, c'est le métier le mieux connu, le moins bien connu. Et à côté de ça, je suis aussi expert en numérique santé. Donc j'ai rejoint l'équipe de Maïta il y a quelques mois. On a fondé une société, on en parlera un petit peu. Bonjour à tous, Pierre Lapeyrade. Je suis spécialiste en conception d'expériences et de films en réalité virtuelle depuis une douzaine d'années. Et depuis 3 ans, on développe une société qui s'appelle Virtual Therapia. On crée des expériences thérapeutiques et des séances thérapeutiques interactives, mélangeant hypnose et d'autres pratiques avec de la réalité virtuelle. On est beaucoup aujourd'hui. Moi, je m'appelle Vanessa, bonjour. J'ai fondé un projet qui s'appelle SEED, qui est un projet collectif où on vise à partager des pratiques sur le corps, sur le mental, sur l'esprit, la spiritualité, tant d'un point de vue physique, digital qu'immersif, le métavers. C'est ce que vous avez peut-être expérimenté aujourd'hui et vous allez encore expérimenter tout à l'heure. Donc l'optique de l'immersif et du physique par rapport à la conscience et au bien-être. Oui, bonjour à tous, Lionel Gallet, je suis kiné-ostéopathe depuis plus de 25 ans. Avec mes confrères, donc, nous avons fait un DU Métaverse en santé sur l'université Paris-Cité et nous avons créé une société qui s'appelle Maïta. Et j'ai expérimenté avec bon nombre de patients des téléconsultations directement via le métaverse, des téléconsultations en kinésithérapie essentiellement. Et puis en live, on a également Philippe Adam Rodriguez qui nous rejoint. Du coup, une première optique du digital dans le bien-être. Bonjour Philippe Adam. Est-ce que tu nous entends? Bonjour. Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour. Écoutez, désolé de ne pas pouvoir être là avec vous. Je suis là en virtuel, ce qui démontre déjà qu'avec la technologie, on peut faire aussi pas mal de choses ensemble. Donc, je suis directeur général d'un service de santé qui s'appelle Santé Estelle Loir-et-Cher, un service de santé financé par la Caisse d'assurance maladie et l'Agence régionale de santé. Et nous coordonnons des parcours de santé. Et je pense que voilà, l'intérêt d'être dans cette position-là de coordonner des parcours de santé, c'est de voir justement toutes les nécessaires interactions qu'il y a entre tous les professionnels, se placer à la place des professionnels et de voir comment finalement la technologie en peut être un levier et puis se placer à la place du patient. Parce que finalement, s'il y a quelqu'un qui est concerné dans son parcours, c'est bien le patient. Merci. Voilà, en fait, quand on parle de santé et de bien-être, on parle de la technologie la plus basique, la plus ancienne, qui est celle de notre corps humain. On a été introduit dans une très chouette séance où vous avez en fait activé la propre technologie de votre corps. Donc, une des premières questions qui se posent, c'est qui des nouvelles technologies par rapport à cette ancienne technologie? Est-ce qu'il y a moyen de les combiner? Est-ce que c'est l'une? Est-ce que c'est l'autre? Et la première question qui se soulevait dans ce panel,
c'est quelles sont les limites et avantages de la technologie lors de la transposition de ces thérapies en version digitale, virtuelle ou immersive. Quand vous allez chez un psy, que vous allez chez le médecin, vous l'avez face à vous, il travaille sur votre corps. Quand on vous opère, on travaille sur votre corps. Qu'est-ce qu'il en est des thérapies soit de santé, soit de bien-être ou de prévention, quand elles sont transposées en digital, en virtuel ou en immersif? Alors du coup, je pensais que Philippe prendrait le lead sur la métaversation de son DAC. Mais du coup, je peux vous parler effectivement de la... Je peux. Allez. Je t'envoie la parole à toi, vas-y. Non, je te laisse, je te laisse regarder. Vas-y. Non, Du coup, en fait, nous avons métaversé en fait une villa à l'initiative au départ du CHU de Poitiers, qui a créé une villa réelle pour en fait accueillir ses patients dans des pièces dédiées à certains types de consultations. Et on a eu un retour de ce chef de projet qui nous a dit qu'il manque la version numérique en fait de cette villa, la villa santé. Et on est parti donc dans ce diplôme universitaire en créant cette villa santé pour remettre le lien en fait entre les patients et les ressources, qu'elles soient humaines ou documentaires, avec cette technologie de métaversation que vous avez pu voir hier, qui s'appuie sur un modèle particulier qui est utilisé par WorkAdventure, qui nous permet en fait d'adresser des déserts médicaux, voire des déserts numériques, parce que cette technologie nécessite de faibles ressources au niveau des devices, des périphériques qui vont être nécessaires pour l'utiliser. Si tu veux rajouter quelque chose, Philippe. Non, peut-être pour répondre pour partir de cette genèse-là, de ce besoin finalement, là, on voit qu'un service de santé qui travaillait de façon traditionnelle, qui accueillait des malades chroniques de façon traditionnelle, se ressent le besoin de vouloir utiliser la technologie. Ce qui veut dire déjà que s'il en ressent le besoin, ça veut dire qu'il cherche à atteindre des cibles différentes, des cibles qui ne sont pas forcément présentes géographiquement autour de lui et qu'il cherche à finalement pouvoir les en tant qu'outil de télécommunication va nous permettre de pouvoir finalement élargir la relation de soins. Et là, on est vraiment sur une relation de soins d'un soignant et d'une personne qui a besoin d'être prise en charge, bien de pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir réduire la distance géographique. Ça, la technologie nous permet, et nous avons choisi le métaverse pour pouvoir encore plus finalement démontrer que ce raccourci était possible. Et puis ensuite, à côté de ça, c'est la question qu'il va falloir qu'on se pose, c'est parce que derrière on a la télécommunication, mais est-ce que dans le cadre de l'employé de thérapie, est-ce que finalement dans le cadre d'une relation thérapeutique avec une personne, est-ce que la technologie est un médium qui est bon ou qui est intéressant à utiliser? Et là, c'est ce qu'on a souhaité démontrer finalement, au travers du télésoin d'un kinésithérapeute, lui-même, ce que nous démontrons quotidiennement avec des outils de télémédecine, c'est-à-dire qu'on arrive à créer des relations thérapeutiques, des relations de soignants avec des outils de télécommunication ou de télésurveillance. Mais sans doute, il faut évaluer tout ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, il faut évaluer quelles sont les limites. Et on imagine très bien que lorsqu'on a besoin de toucher le corps, on a besoin finalement d'avoir une relation de soins beaucoup plus technique, il est là que sans doute il va y avoir des limites à la technologie, en tout cas des limites aujourd'hui, elles sont effacées plus tard. Voilà, donc de grosses opportunités, mais aussi quelques limites qu'il faut évaluer. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit séparer les choses et on est obligé de distinguer les différentes expériences. La médecine, ce n'est pas la même chose que la santé, que la prévention, que le bien-être en tant que tel. Et à mes yeux, dans ces nouvelles technologies, l'essentiel, c'est vraiment de bien communiquer, de ne pas créer de fausses attentes. Je vais parler en tout cas de tout ce qui est bien-être et de thérapie ou d'expériences qui sont liées au corps, au mental, au spirituel. On ne peut pas communiquer. Notre responsabilité, c'est de ne pas communiquer les choses et de faire en sorte que les personnes attendent la même chose
d'une séance en face à face avec un thérapeute ou d'une séance dans un métavers. Ce seront des expériences différentes qui peuvent leur procurer des choses différentes, des résultats différents, le tout étant, à mes yeux et du moins avec ce qu'on fait au travers des sites, de ne pas créer d'attentes et d'expectation, comme ils disent en anglais, en se disant tiens, c'est ce résultat-là que tu auras et ce sera la même chose en physique ou en immersif. Est-ce que l'un de vous veut encore rajouter quelque chose par rapport à ce thème? Moi, je veux bien rajouter quelque chose parce qu'on a été vraiment confronté à ça, puisque nous on propose des séances d'hypnose. Alors, il y a plusieurs techniques d'hypnose, il y a de l'hypnose conversationnelle, de l'hypnose ericksonienne, humaniste, qui sont des techniques différentes que va employer un thérapeute, mais qui habituellement a un patient en face avec qui il interagit. Donc il va poser des questions, il va pouvoir rebondir sur les réponses que le patient lui apporte. Nous, on guide la séance du début jusqu'à la fin. Il y a de l'interaction dedans avec certains éléments en 3D, avec des animaux, des papillons, des oiseaux, des choses comme ça. Mais le fil narratif reste le même pour tout le monde, donc l'intérêt pour nous et le challenge, c'était de réussir à trouver des séances qui s'adressent au plus grand nombre. L'avantage, c'est qu'une séance d'hypnose, grosso modo, ça coûte 80 € avec un thérapeute. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre ça. Et avec Virtual Therapia dans les hôpitaux, ça permet à des gens de profiter de séances complètes et qui sont spécifiques sur des troubles bien précis. Et c'est un service en plus que propose l'hôpital. Et on avait aussi le challenge de que les gens ne ferment pas les yeux ou pas trop, puisque nous on travaille avec des univers visuels et que dans une séance d'hypnose face à un thérapeute, 99% du temps, pour pas dire 100% du temps, les gens ferment les yeux, ils font un voyage intérieur. Donc là il fallait qu'on arrive à combiner le voyage intérieur avec le voyage dans le film en réalité virtuelle. C'était deux gros challenges qu'on a dû relever. Merci. Un des autres gros points qui a été soulevé par la technologie humaine et les nouvelles technologies, c'est le point de la responsabilité et de l'autonomie humaine. Donc, pouvons-nous faire confiance à la technologie pour nous guider dans nos choix de vie? Est-ce qu'on ne devrait pas garder le contrôle total, nous-mêmes, humains? Qu'est-ce qu'il en est à ce sujet-là? Et des outils de bien-être qui vont nous recommander des tas de choses sur notre corps, sur notre mental, comment penser, comment agir, qui en fait guident quasiment notre routine quotidienne. Est-ce qu'elle ne nous enlève pas une partie d'autonomie humaine, une partie de responsabilité par rapport à notre quotidien et par rapport aux choix qu'on pose? Alors pour l'avoir expérimenté donc, dans le métaverse, je peux dire qu'ayant travaillé plus de 20 ans avec des patients face à face, en traitement manuel, j'ai retrouvé lors de téléconsultations en métaverse une approche complètement différente, surtout sur l'aspect psycho, je vais dire, de la personne. C'est-à-dire que le patient pouvait choisir où il se trouvait, donc chez lui ou ailleurs. Et cette différence, c'est comme s'il y avait un stress en moins pour lui, et il est déjà plus préparé à se mettre dans sa séance. Donc ce qui fait que, bien sûr, le présentiel est obligatoire pour moi, je continue à faire bien sûr du présentiel, mais l'avantage c'est que pour le guider dans des séances simplement de rééducation, on va dire, de gymnastique, je prends par exemple l'exemple des gyms pour les scolioses pour les enfants, ou de maxillofacial où ce sont que des exercices à surveiller pour voir s'il fait bien les choses, tout en ayant fait, je répète, 1 ou 2 séances en manuel avant, ils étaient beaucoup plus prêts à se mettre dans la séance. Et donc pour moi, ce n'était pas une limite, et au contraire, c'était un avantage de les avoir dans ce sens-là. Après, je rebondis sur la question initiale, en fait, au final, la délégation de choix vers des technologies, que ce soit de l'IA, notamment de l'IA, on est tous conscients qu'on délègue régulièrement nos choix. Aujourd'hui, qui est capable de dire qu'il n'utilise pas Waze et qui ne délègue pas son choix de cheminement sur la route à une intelligence artificielle? Aujourd'hui, on prend petit à petit le cap d'une délégation de choix régulière vis-à-vis des outils qu'on nous propose. Et nous, on a à garder à l'esprit, en termes de fondateurs, de builders, entre guillemets, d'applications du futur de la santé, ce type de délégation, si on intègre demain, c'est prévu d'intégrer des bots IA pour solutionner, voire augmenter le temps de disponibilité de la villa, il faudra qu'on intègre ce type de raisonnement pour que les gens ne fassent pas une confiance aveugle aussi aux produits que l'on peut trouver au sens du commun.
Ouais, je rajouterais que cette technologie permet aussi effectivement de responsabiliser finalement, de nous responsabiliser en tant qu'être humain, puisqu'elle permet, je dirais, au même titre que le professionnel de santé aguerri, d'accéder à un ensemble de ressources. Cependant, on a quand même besoin de pouvoir échanger avec un être humain, un père, qui a quelques compétences complémentaires, qui connaît un petit peu mieux, de par son expérience et ses compétences, cet écosystème de santé, et qui permet à ce moment-là, je dirais, de guider finalement en quelque sorte, plutôt d'être en mode copilote avec le patient. Tu prends l'exemple de Waze, on va effectivement avoir un copilote qui connaît la route et qui sait que la carte n'est pas le territoire, c'est aussi précieux. Et puis moi, j'aimerais rajouter un autre thème qui est celui des intelligences, en fait. Donc je forme sur une thématique qui est celle de l'intelligence émotionnelle. Et avec l'intelligence émotionnelle est venu rapidement le débat de tiens, qu'est-ce qu'il en est, intelligence émotionnelle versus intelligence artificielle. On en vient également aux limites en fait de ce que la technologie peut nous apporter et remplacer chez nous en tant qu'être humain. C'est qu'à partir du moment où tout ce qu'on fait peut être dupliqué, peut être fait beaucoup plus rapidement par des intelligences artificielles, nous en tant qu'individus, on perd un total sens d'utilité, de valeur ou même d'identité. Donc les dangers, pour moi, ils sont là. Ils sont vraiment de se dire, tiens, on vit dans une société qui est, sans le juger positive ou négative, qui nous a appris à faire énormément de choses, mais quelle est la personne qui est derrière? Est-ce qu'on valorise vraiment toutes ces choses comme l'intuition, où on se dit, complètement taré. Pourtant, c'est une vraie énergie, c'est une vraie science. Il y a énormément de sciences et de recherches qui sont faites sur ces choses qui sont dans l'imperceptible, dans l'invisible, et qui pourtant drive énormément de choses dans notre inconscient et dans notre sens du bonheur et du bien-être. Donc moi, je pense que le débat il vient soulever également cette thématique-là, qui est celle de quel est le pouvoir qu'on redonne en fait à chaque humain de se connaître mieux lui-même et de prendre du coup la responsabilité de ses propres choix. Pour compléter ce qui a été dit par l'ensemble des intervenants, moi j'aimerais quand même insister, puisque sur peut-être que finalement le débat sur la technologie et la santé peuvent nourrir d'autres projets avec l'auditoire présent. Je pense qu'un des fondamentaux quand on parle santé, c'est de s'attacher qui va faire une part belle à l'éthique. Parce qu'on parle quand même en santé de sujets qui ne sont pas, que du bon sens, qui sont aussi de la science, qui concernent quelque chose, un bien précieux, qui est une santé individuelle, un parcours clinique individuel, et qui s'appuie sur des données avérées. Et si on veut que les choses finalement soient très claires, et que finalement les algorithmes, les intelligences artificielles, les propositions qui sont faites dans le cadre d'automatisation de processus automatisés soient respectueux de l'individu et des droits des individus. Il faut qu'ils s'appuient sur vraiment des comités scientifiques d'une part et des comités éthiques d'autre part. Et je pense que nous, on s'y attachait dans nos projets de Villa e-santé, c'est-à-dire qu'on a tout de suite prévu nativement qu'un comité éthique puisse prendre position sur nos choix stratégiques. Et je pense que ça doit présider à l'ensemble des projets qui touchent la santé et la technologie. Donc l'intelligence artificielle en fait partie. Il y avait effectivement aussi un point intéressant sur la collecte des données, sur la finalité de ces collectes. Et là, j'aimerais passer la parole peut-être à Julien. Oui, en effet, lorsqu'on collecte des données, on n'est pas nécessairement obligé d'en collecter plus que ce qu'il en faut pour la finalité de nos traitements. Donc effectivement, nous, on sera aussi attentifs. On peut imaginer dans le futur, dans une dizaine d'années, avoir tous un jumeau numérique. Vous connaissez tous mon espace de santé. Mon espace de santé collecte avec votre accord, vous avez consenti à ouvrir votre espace de santé, donc collecte avec votre accord tout un tas de données qui sont issues de vos analyses, de vos opérations, de vos rendez-vous chez le médecin, à la pharmacie, peu importe, et finalement vous allez potentiellement avoir dans 10-15 ans un jumeau numérique qui représentera en temps réel les capacités de votre corps, ou les conditions de votre corps. Et donc, on a tout intérêt, nous, en tant que builder d'applications Web3 ou d'applications de santé,
à mesurer les conditions de votre corps. Et donc, on a tout intérêt, nous, en tant que builder d'applications Web3 ou d'applications de santé, à mesurer le nombre de données que l'on collecte et la finalité du traitement qui va lier ces données, en fait. Donc, en termes de sécurité des données, ça engendre aussi un calcul, puisque on va mesurer pour chaque traitement les données strictement nécessaires et seulement les données strictement nécessaires. Alors, c'est très lié à la réglementation, hein, c'est le RGPD qui impose la minimisation des données. Mais voilà, c'est aussi un sujet qui est lié aussi à l'utilisation des nouvelles technologies. On a tendance à se dire, si je collecte beaucoup de données, je vais pouvoir en faire beaucoup de choses. Sauf que il faut qu'il y ait une vraie finalité derrière et ne pas collecter des données. Si jamais on perd des données ou si on est piraté et qu'on a des données beaucoup plus importantes que la finalité prévue pour, en fait, on va publier des données qui ne sont pas destinées à être présentes dans notre plateforme. Oui, ce qui soulevait également un des sujets qu'on a finalement choisi de ne pas vraiment débattre en profondeur aujourd'hui, mais qui est vraiment celui de la perspective de nos données. Qu'est-ce qu'on fait avec nos données et est-ce qu'on est dans quelle limite est-ce qu'on est prêt à aller de donner nos données pour recevoir du bien-être en retour. Donc de déléguer vraiment toutes ces choses qui nous appartiennent en se disant je vais recevoir quelque chose qui va guider ma vie, mes décisions, ce genre de choses. Tu as touché un très chouette sujet qui est celui du bien-être dans le futur. Du coup, comment est-ce que vous imaginez le futur du bien-être et de la santé dans 10 ans? Est-ce qu'on sera uniquement dans le métavers avec des infirmiers robots? Est-ce qu'ils auront une blouse blanche? Qu'est-ce qu'il en sera de nous en tant qu'individus? C'est quoi votre vision du futur de la santé et du bien-être? Et moi, je crois que le bien-être, il se propage de personne en personne. Ça veut dire que quelqu'un qui est bien et qui est dans un groupe de personnes qui ne sont pas bien va apporter un peu de son bien à tout le monde. Et du coup, collectivement, le fait de traiter le bien-être psychologique des gens collectivement va avoir un impact sur des milieux médicaux, dans des hôpitaux, dans des services, mais ça va aussi avoir un impact à l'extérieur. Pour rebondir sur ce que disait Philippe, qui était intéressant, c'est que dans le médical, il y a certaines choses qui sont faciles à quantifier. On peut mesurer le taux de cholestérol de quelqu'un de manière précise, lui donner un médicament et voir si ça a baissé de manière précise. La santé psychologique et le bien-être sont très difficilement mesurables. Nous, on a été confrontés à ça parce qu'on a fait une année d'études d'usage avec notre solution dans plusieurs hôpitaux, et c'était très difficile en fait de quantifier. Il y avait des questions qui étaient à la positive, d'autres qui étaient à la négative, et certaines personnes sont en mesure de donner une réponse, d'autres non. Donc on a fait de l'hétéroévaluation aussi avec des personnels soignants, mais ce n'est pas quelque chose qui se mesure avec une machine, avec des données chimiques. Donc c'est difficilement quantifiable et son apport est difficilement prouvable avec des chiffres concrets. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on apportait du bien-être. Je réponds aussi un peu à la question d'avant, mais on arrive en complément de quelque chose qui existe déjà. On ne va pas remplacer une thérapie habituelle. Si on est dans un service d'oncologie, on ne va pas remplacer la radiothérapie et tout ça, on va juste arriver en complément. Et du coup, ça va être un cercle vertueux qu'on va transformer en cercle vicieux, puisque quelqu'un qui est dans un état de stress, qui a peur de la mort parce qu'il a une maladie ou il a une chance de mourir, va être dans un état de stress qui ne va pas favoriser le traitement dans une bonne direction. Alors que si on arrive à casser ce cercle de stress, ce cercle vicieux, ça va à la fois lui faire du bien psychologiquement, mais ça va aussi augmenter l'effet du traitement et sa guérison sur une thérapie qui est longue. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile à mesurer, mais ce qu'on a, nous, concrètement, c'est des résultats positifs. On a une dame, pour donner un exemple concret, j'aime bien donner des exemples concrets. Dans un EHPAD en Hendaye, on a une dame âgée, je n'ai plus son âge exact, mais qui doit avoir 85 ans, qui a passé 1 an et demi dans sa chambre seule, qui n'allait pas manger avec les autres résidents, qui faisait rien, qui participait à aucun atelier parce qu'elle avait mal. Sauf qu'il y avait une partie de cette douleur, une grande partie qui était somatique, donc elle était sous antidouleur, mais les antidouleurs ne soignent pas le somatique.
On a commencé à lui faire travailler avec Virtual Therapia, donc elle a commencé à utiliser Virtual Therapia. Elle a réussi à redescendre son niveau de douleur qui était presque à 10 à 0 pendant les séances, et ça a duré plusieurs jours, donc elle a retrouvé une vie. Elle a recommencé à sortir, elle a recommencé à manger avec les autres résidents, à faire les tours du parc, etc., etc. Et en fait, on amorce un cercle vertueux qui va continuer et qui du coup va favoriser son bien-être à elle, qui va favoriser sa réceptivité au traitement habituel et à ce qu'on lui propose déjà de base dans un parcours de soins. Donc, je pense que le bien-être dans l'avenir, il va être complémentaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer des choses qui existent déjà, on va arriver en complément sur des choses prouvées dans la médecine qui sont déjà utilisées de manière régulière. C'est la vision, c'est la vision qu'on a également de ce qu'on propose avec SIT, c'est de se dire, tiens, moi, il y a, imaginons, un cours de yoga, une séance de Reiki, de la méditation, une thérapie dans l'eau, peu importe que ce soit corporel, mental ou plus spirituel, il y a certaines choses que peut-être que vous, monsieur, vous irez chercher chez une personne qui est au coin de la rue, parce que vous préférez ça, vous préférez avoir un cours de yoga en présentiel, mais qu'au final, la méditation, c'est quelque chose de plus intime et que vous avez envie de le faire à 11h30 du soir, en rentrant dans un métavers et en ayant une expérience visuelle et immersive. C'est de pouvoir offrir, moi je te rejoins complètement dans le point de la complémentarité. Bien entendu, d'un point de vue médical, le sujet est un petit peu différent, mais en tout cas du point de vue du bien-être et de la prévention, on peut parfaitement imaginer un futur où chacun peut trouver son compte et du coup expérimenter des choses différentes en étant en présentiel, en digital ou dans des mondes immersifs et y trouver son propre compte quand il en a besoin et quand il en a envie. Et du coup, découvrir plus de choses, c'est vraiment de faciliter l'accès à des choses que sinon on ne fait pas parce qu'aller chez un psy, ça ne fait pas trop de le dire. Il faut payer pour ça, il faut trouver un psy, il faut qu'il soit crédible, on a peur de le faire. Donc il y a énormément de barrières aujourd'hui que le digital ont déjà permis de soulever, mais que l'immersif permettra encore plus de soulever demain. Donc je crois également, comme tu l'as soulevé, à inclure les choses. Oui, j'irai même un petit peu plus loin dans le sens où la santé est un continuum de santé en fait. Il n'y a pas de barrière entre la santé et le bien-être. En fait, on commence par la promotion de la santé, la prévention de la santé, pour ensuite aller sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, sur le soin et malheureusement effectivement jusqu'aux soins palliatifs. Donc il y a tout un continuum en fait là-dessus et qui se fait dans un parcours de santé coordonné avec des professionnels aussi, effectivement, qui ont été, encore une fois, avec une formation académique là-dessus, comme dit Philippe, avec effectivement des choses qui sont prouvées. Toutefois, ça n'exclut pas, dans une vision de santé intégrative et hybride, mais là, finalement, le physique et le numérique pour aboutir à des solutions digitales. Hein, ça, c'est très important aussi de comprendre qu'il n'y a pas d'opposition, finalement, entre nos univers. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est bien mis ici, vous voyez, entre, effectivement, quelqu'un qui est payé par la CPM, mais aussi là, je le suis en tant que pharmacien. Par contre, on est du monde du privé, tous les deux, effectivement, avec Lionel, et avec le bien-être qui, là, effectivement, n'est pas remboursé ou pris en charge. Donc, il y a tout ce, effectivement, continuum de santé à travers différentes étapes, et le métaverse, d'autres technologies, effectivement, connectées, connectables, peuvent donner une santé augmentée, connectée, hybride et durable. Et c'est ça qui fait, effectivement, la beauté de la technologie aussi, mêlée à celle de l'être humain. Parce que nous restons, effectivement, des humains qui parlent à d'autres êtres humains, et déjà, dans les interventions, on disait « je suis humain », et rien de ce qui est humain, mais étranger. Merci. On arrive doucement à la fin de cette table ronde et du débat du moins oral qu'on voulait avoir ensemble. On avait aussi envie de vous inviter ou de vous réinviter à expérimenter ces nouvelles technologies qui sont liées au bien-être. On a parlé de wearable technology, donc des technologies qui en portent et qui permettent de développer la santé. Et tu avais envie de nous présenter la ceinture NeoFlow et peut-être de nous en dire un petit peu plus. Et puis on clôturera la séance ensemble avec une dernière immersion. Pour ceux qui l'ont raté hier, ce sera une autre immersion dans le métavers. Oui, merci beaucoup de me donner un peu de temps de parole sur ce sujet-là, qui est en effet un vrai continuum de santé. Enfin, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, pouvoir travailler dans le médical et apporter maintenant une solution qui touche plus au bien-être. On a fait tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, un exercice de respiration. Tout le monde sait que de prendre le temps de bien respirer, ça va réguler notre système nerveux, ça va nous détendre, ça va nous relaxer. Mais finalement, c'est très facile quand on est guidé par quelqu'un, par une voix, par un homme, par un contact physique. Mais moi, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais extrêmement stressé. On m'a recommandé ces exercices-là.
mais je trouvais ça extrêmement chiant à faire. Parce que j'avais mon téléphone, il fallait regarder une petite boule qui monte et qui descend. Et c'est dans le quotidien, finalement, des actions de santé qu'on va réussir à changer de comportement. Donc en effet, on ne peut pas avoir un thérapeute avec soi tous les jours. Et c'est là où la technologie peut être très utile, de pouvoir ancrer des habitudes au quotidien. Et c'est ça qui m'a mené à développer du coup cet objet, qui est la première ceinture de respiration au monde. C'est une technologie haptique. Et on va guider la respiration par le sens du toucher. Plutôt que de passer par quelque chose de visuel ou quelque chose d'auditif, où on est sursollicité, on va guider la respiration par le sens du toucher. Ça va permettre de démentaliser un peu cette pratique et de le faire de manière plus naturelle et plus fluide. Donc voilà, c'est la première ceinture de respiration au monde. Lionel, tu veux faire une petite démo? Je vais te l'installer. Donc c'est vraiment dans des petites actions du quotidien qu'on va aussi finalement prendre soin de sa santé au sens large avec ces exercices-là. Donc il y a différents points. En fait, c'est basé sur les techniques de la cohérence cardiaque. Et là, pour le coup, il y a une vraie base scientifique. Il y a énormément de littérature qui montre les bénéfices de cette technique de respiration sur la régulation du système nerveux. Mais souvent, en fait, c'est recommandé de faire au moins 15-20 minutes par jour sur plusieurs semaines. Et là, c'est là où on voit tout l'intérêt de la technologie, de pouvoir faciliter l'accès finalement à ces résultats scientifiques. 15-20 minutes par jour de respiration d'une traite, personne ne le fait. Et avec un outil technologique très simple qui va vraiment répondre à cette problématique-là. La technologie est au service d'une problématique, au service d'un patient. Et bien là, Lionel, à sa respiration, il y aura un mouvement qui va guider l'inspiration, un autre qui va guider l'expiration, et on peut facilement le faire dans ses activités du quotidien. Donc ce n'est pas la respiration ou la méditation d'un côté et la vie de l'autre. On peut finalement lier les deux et faire son exercice de respiration tout en étant en train de regarder un film, de faire sa cuisine, de bouquiner ou juste en étant méditatif. L'idée, c'est en tout cas de rentrer dans un cercle vertueux avec ces techniques-là. Tu veux en dire deux mots, Lionel? Oui, mais tout simplement, ça fait quelques jours que je la teste. C'est vrai que j'ai commencé à la tester sans lire le mode d'emploi pour voir ce que ça faisait et comment je réagissais. Ça m'est venu assez rapidement et naturellement d'avoir ce côté haptique et inspiration et expiration. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, bon, il y a plusieurs programmes, bien sûr, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que des fois, on pouvait justement lâcher le mental pour essayer de laisser faire plus naturellement et automatiquement la respiration. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez discuter avec tous les experts, on est donc situé dehors, on a un stand, vous pourrez échanger avec tout le monde et tester aussi la ceinture de respiration si vous êtes intéressé. Merci pour la test en live. Du coup, tu es déjà installé dans la chaise longue. On avait envie de clôturer cette séance en vous montrant la technologie qu'on peut porter et puis en réentrant dans ce métavers qu'on a exploré hier, le métavers de la Villa e-Santé, que plusieurs personnes du panel ici ont fondé, et vous inviter à un bain de son, un bain sonore qui a été créé par Siv. Un bain sonore, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'en ont jamais entendu parler. Alors prenez l'exemple d'une flaque et de quelque chose qui tombe dans une flaque. Ça fait des vibrations. Et ces vibrations, elles viennent toucher tout ce qui est sur son chemin. Le son, les fréquences du son, ce sont des vibrations qui viennent rentrer aussi en cohérence ou en incohérence, mais qui viennent en tout cas danser avec les fréquences qui sont dans votre corps. Un bain de son, on connaît les bols tibétains, mais en fait il y a énormément d'autres instruments et tous les instruments jouent à certaines fréquences. Un bain de son, un voyage sonore, c'est vraiment un voyage qui peut apporter énormément de choses d'un point de vue thérapeutique, relaxant, mais aussi soignant et nous emmener dans d'autres dimensions. Donc l'expérience qu'on a créée pour vous ici aujourd'hui, c'est en fait un bon exemple de cette multidimensionnalité qu'on peut avoir avec le physique et l'immersif. On va dans le métavers expérimenter quelque chose qui a été créé de manière sonore par une sonothérapeute au Mexique et qui a été filmé visuellement par des extraits du désert d'Atacama et d'une intelligence artificielle. Donc, on va peut-être baisser doucement les lumières. Et l'idée était de re-rentrer dans le métavers. Est-ce que la régie peut nous passer, voilà, le métavers?
était déjà dans la salle, plus rapide que les autres. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, c'était le métavers d'hier, la Villa e-Santé, où vous avez pu prendre un rendez-vous chez le kiné, aller chez le pharmacien et puis aussi vous relaxer. Et donc l'invitation aujourd'hui, c'est de nouveau de se relaxer au travers du bain de son. Et je vous souhaite un bon voyage. Merci à vous tous pour ce moment que vous avez, que vous êtes occupés. Merci à
Très Merci.